l'heure où les peuples réclament de meilleures conditions de vie, de meilleurs rapports aux pays étrangers, le changement pour faire court et que les défis politiques et même géopolitiques s'imposent à plusieurs dirigeants, chacun y va de sa stratégie pour protéger les intérêts de la majorité politique. Ainsi, certains se tournent vers la coalition, les gouvernements d'union nationale ou simplement la cohabitation. On en parle justement dans le cadre de cette émission. Regard panafricain de cette cohabitation politique sur le territoire africain. Est-ce donc la meilleure manière pour avoir des pays bien dirigés, pour avoir des pays un peu plus souverains, libres? On en parle avec notre invité, Dr Sango, politologue et internationaliste. Il est avec nous sur ce plateau. Merci d'être là. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Madame Begoudé Cassandra, c'est un plaisir de m'avoir encore convié une fois de plus à votre émission. Je profite de l'occasion pour transmettre mes salutations les plus cordiales et les plus conviviales à nos fidèles téléspectateurs qui prennent souvent du temps pour nous écouter. Merci d'être là et merci à tous ceux qui nous écoutent, nous regardent. Bienvenue à tous car Regard panafricain démarre tout de suite. Dans plusieurs pays africains, on aurait aimé constater la cohabitation, docteur Sango, mais jusqu'ici, cela n'a toujours pas cela n'a pas toujours été constaté de manière triviale, mais on peut citer quelques pays comme le Niger qui ont eu à vivre cette expérience pendant seulement 4 ans, en 1992. On peut citer le Tchad, pourquoi pas, également dans cette lancée. Maintenant, peut-on y ajouter également l'Afrique du Sud aujourd'hui avec ce gouvernement de coalition qui a été mis sur pied? On en parlera en tout cas avec vous. Déjà, docteur Sango, quand est-ce qu'on parle de cohabitation politique? Il faut dire que d'un point de vue technique, j'ai envie de dire, lié à la science politique, on attend par cohabitation du point de vue de la science politique la coexistence institutionnelle entre d'un côté un chef de l'État et de l'autre côté, un chef du gouvernement issu d'une majorité parlementaire différente, n'est-ce pas, de celle du président de la République qui est chef d'État. C'est ça qu'on appelle la cohabitation politique du point de vue de la science politique. Ça veut dire quoi? L'exécutif qui dirige ou alors qui exécute les lois dans un État est généralement un exécutif, n'est-ce pas, ici un bicéphale, qui est dirigé entre, d'un côté, le président de la République élu de la nation tout entière, et de l'autre côté, le premier ministre, qui peut soit être issu du bord politique du président de la République. Dans un tel cas, on ne parle pas de cohabitation, on parle de majorité parlementaire, ou alors issu d'un bord politique différent de celui du président de la République, auquel cas on parlerait donc de cohabitation politique. À partir de ce moment, l'exécutif est bicéphale, impulsé par deux entités politiques issues de deux bords politiques différents. C'est ça qu'on appelle cohabitation du point de vue technique et du point de vue politologique. Merci, docteur Sango. Alors, comment décrire le besoin? Bon, peut-être pas comment décrire, mais est-ce que les pays africains ont besoin de cette cohabitation aujourd'hui au vu des différents enjeux politiques internes, mais aussi géopolitiques? Écoutez, ça c'est dans le cadre de la philosophie politique, parce qu'il y a la philosophie politique et ce qu'on appelle la réelle politique et la politique sur le terrain. Généralement, la philosophie politique n'est pas souvent en adéquation avec la réelle politique. Parce que moi, je suis de ceux qui pensent que ce n'est pas la qualité d'un régime politique qui développe un État. Parce que nous sommes là dans ce qu'on appelle la politique du point de vue originel. C'est-à-dire l'art de gérer la cité, l'art d'apporter les solutions aux problèmes élémentaires de la cité. À partir de ce moment-là, moi je suis de ceux qui pensent que le régime politique n'est pas forcément l'élément qui définit l'amélioration de ces conditions
de vie. Donc aujourd'hui, lorsqu'on parle de cohabitation politique, lorsqu'on parle de régime politique démocratique, régime politique dictatorial, pour moi c'est de la philosophie qui n'a généralement rien à voir avec les conditions de vie de la population. Aujourd'hui en Afrique, je présume que vous posez cette problématique-là en analyse aujourd'hui parce que nous voyons les bouleversements qui se passent non seulement au niveau africain, mais aussi et surtout au niveau international et fondamentalement avec la France. Lorsque nous savons quelle est l'histoire de la France avec les pays africains. Je pense que c'est pour cela que vous avez déposé cette problématique-là pour que nous analysons aujourd'hui ce soir. Aujourd'hui, il faut dire que les pays africains ont un problème fondamental et ce problème-là est loin d'être résolu par ce qu'on appelle régime politique. Le problème des pays africains aujourd'hui, c'est un problème de souveraineté, un problème, n'est-ce pas, d'originalité, un problème d'autodétermination de ces régimes. Vous pouvez transposer aujourd'hui à l'Afrique un régime politique de cohabitation, c'est-à-dire lorsqu'on parle de cohabitation, c'est dans lorsqu'on parle de la séparation des pouvoirs, ça entre dans ce qu'on appelle le régime démocratique, parce qu'il faut rappeler que lorsqu'on parle des régimes démocratiques du point de vue de Maurice Duverger, il y en a trois. Il y a le régime, n'est-ce pas, parlementaire, le régime présidentiel et le régime semi-présidentiel. C'est dans ces trois régimes généralement qu'on parle de cohabitation. Donc aujourd'hui en Afrique, moi je pense que quel que soit le type de régime politique qu'on peut aujourd'hui appliquer à l'Afrique, parce que l'Afrique a déjà expérimenté ces cohabitations politiques, vous avez rappelé lors de votre préambule d'entame tout à l'heure, mais ça n'a pas réussi à résoudre le problème du continent africain, parce que la cause du problème du continent africain est ailleurs. On ne peut pas penser le développement d'un pays, d'un continent, tant que ce pays-là ne dispose pas de sa souveraineté. Mais comment donc aujourd'hui, moi je suis de ceux qui pensent que ce n'est pas un régime de cohabitation politique à l'état actuel des choses qui va permettre à ce que les choses avancent à l'Afrique, mais c'est plutôt le problème, n'est-ce pas, de la néocolonisation. Donc aujourd'hui, pour que les choses se débloquent en Afrique, pour que l'Afrique puisse se développer et s'inscrire dans la dynamique économique, il faudrait que l'Afrique travaille d'abord pour sortir de la néocolonisation à laquelle les puissances occidentales l'ont assujetti. Le faire consiste d'abord à nourrir ce que j'appelle le volontarisme politique. Parce que vous ne pouvez pas vouloir être souverain sur le plan international, Madame Cassandra, si vous n'avez pas la volonté politique. Vous ne pouvez pas vouloir être souverain sur le plan international si vous continuez encore à fonctionner avec des partenaires belliqueux qui font de vos États des entités instrumentales au fonctionnement de leur État. Or, lorsque vous voyez l'historiographie politique du continent africain aujourd'hui, vous convenez avec moi que ça n'a été que cela. Au sortir des indépendances, la traite négrière, l'esclavage, ça n'a été que cela. Donc aujourd'hui, nous sommes de ceux qui pensons que l'Afrique doit prendre un autre paradigme différent de celui de ce paradigme historique de la colonisation. Et ce paradigme-là consiste à développer des institutions propres à l'Afrique qui n'ont rien à voir avec cette philosophie politique occidentale. Donc moi, je suis un peu désolé aujourd'hui lorsqu'on parle de démocratie, de dictature, d'oligarchie, de parlementarisme. Tout ça là participe de la philosophie politique qui n'a du sens que si sur le terrain, les populations ont, n'est-ce pas, de quoi survivre. Si vous développer cette philosophie politique dans votre constitution, dans votre jargon légal, dans votre règlement comme étant règle positive de votre État et que sur le terrain, la population suffoque encore, peine encore à se nourrir, à aller à l'école, à s'éduquer, à se vêtir et à se soigner, alors cela participe tout simplement de la manipulation qui n'a rien à voir avec les réalités de développement. Donc pour sortir pour ce premier gère, je serai de ceux qui pensent qu'aujourd'hui, ce n'est pas un problème de régime politique qui caractérise l'Afrique aujourd'hui. Ce n'est pas un problème de cohabitation politique, puisque c'est de ça qu'il s'agit et qu'il faut mettre aujourd'hui comme problématique en Afrique. C'est un problème de souveraineté et cette souveraineté passe indubitablement par ce que j'appelle le volontarisme politique
et le courage politique. Et aujourd'hui, nous avons l'actualité sur le continent. Les États de l'AES nous montrent l'exemple à suffire là-dessus. Il suffit tout simplement de nourrir le courage et de se jeter dans le bain pour prendre son indépendance et sa liberté. Parce que la liberté comme l'indépendance ne s'octroie pas, mais elle s'arrache. Merci, Dr Sango, pour cette lecture. Mais lorsqu'on parle de cohabitation, il s'agit bien d'un mélange d'idées, il s'agit bien de volonté, finalement, et peut-être de volontarisme politique, comme vous l'avez dit, mais peut-être pas dans la même lancée. Mais là où je vais réellement, Dr Sango, c'est, si on parle de cohabitation, il s'agit de travailler majorité et opposition, par exemple. Et dans cette lancée, on a donc une rencontre de plusieurs idées. Et parmi ces idées, il y aura forcément ceux qui portent le besoin d'installer la souveraineté, la liberté, le développement socio-économique et tout ce qui va avec. À quel moment est-ce que la cohabitation devient une difficulté pour un pays africain lorsqu'on l'implémente? Je ne sais pas si... Oui, allez-y. Très bien, madame. Vous posez une problématique fondamentale et une question tellement importante. Nous sommes aujourd'hui dans un contexte atypique et nous sommes en train de parler de la démocratie parce que lorsque vous parlez de cohabitation, vous parlez implicitement de la démocratie. Nous sommes en train de parler de la démocratie dans un contexte africain qui nécessite le développement. La contradiction, c'est une chose naturelle. Elle a toujours existé dans toute société. D'accord? Les contradictions sont normales. Mais il y a ce que nous appelons la contradiction de la raison. Face à la juridiction de la raison, aucune contradiction ne saurait demeurer irréductible. Aujourd'hui, en Afrique, il faut savoir que le développement n'a pas forcément besoin, n'est-ce pas, d'une cohabitation servile. C'est-à-dire d'une cohabitation qui n'est adossée sur rien, d'une cohabitation qui n'a pas de vision. J'ai envie de parler ici de la critique pour la critique. D'accord? De la critique influencée, de la critique instrumentalisée. Et lorsque la cohabitation, docteur Sango, permettez-moi de chuter, s'il vous plaît. Allez-y. L'analyse comparative va nous permettre, n'est-ce pas, d'évoluer. En faisant la comparaison entre, d'un côté, les États, n'est-ce pas, occidentaux, entre guillemets, développés sur le plan international, et les pays africains aujourd'hui qui cherchent encore à s'inscrire dans la dynamique de développement. Qu'est-ce que l'histoire nous montre? L'histoire nous montre que les pays occidentaux se sont développés dans des systèmes, n'est-ce pas, non démocratiques, où on ne parlait pas de la cohabitation. Parce qu'en ce moment-là, on n'avait pas besoin des contre-pouvoirs qui devaient, n'est-ce pas, absoudre ou alors tiédir les efforts de développement. Lorsque vous voyez les États européens aujourd'hui, ces États se sont développés dans des dictatures éclairées. Je précise bien, dictature éclairés. Une fois développés, ils se sont inscrits dans la voie de la démocratie qui n'a pas besoin forcément d'impulser le développement. Transposé au continent africain aujourd'hui et en vertu de cette histoire, n'est-ce pas, négative qui pèse sur le continent africain de l'esclavage, de la colonisation et de l'impérialisme, les pays occidentaux veulent imposer au continent africain la démocratie alors que le continent africain n'a même pas encore décollé. René Dumont parle, n'est-ce pas, d'un continent qui est mal parti. Et généralement, moi, je dis que le continent n'est même pas du tout parti. Parce que le continent aujourd'hui est dans son étape traditionnelle de développement. Et dans cette étape, du point de vue systémique et technique, on n'a pas besoin de la démocratie. Parce que la démocratie, dans un tel contexte, va tout simplement retarder le développement et empêcher la modernité. C'est pour cela que les pays africains aujourd'hui doivent sortir de cette manipulation internationale occidentale qui vise à imposer une démocratie qui n'a rien à voir avec les réalités du continent pour, le secret est connu, le maintenir dans le sous-développement,
la pauvreté et la dictature. La pauvreté et la misère, voudrais-je dire. N'oubliez pas le congrès de Berlin. N'oubliez pas les politiques occidentales, la philosophie des puissances occidentales. C'est de maintenir l'Afrique dans la périphérie parce que pour eux, le monde est divisé en deux pôles. Un monde du centre prospère, développé, modernisé qui est le leur, et un monde sous-développé qui est, n'est-ce pas, un monde du chaos, de la misère, un monde de la pauvreté, de la guerre et des rébellions qui n'est rien d'autre que l'Afrique. Donc c'est un chemin important qu'il faut toujours mettre sur la table lorsque nous analysons les relations internationales et les politiques de développement du continent africain. Et je suis tellement content parce que vous avez mis cette problématique sur la table aujourd'hui pour notre analyse. Il est important que les pays africains intègrent que la démocratie n'a de sens que lorsqu'on est souverain, lorsqu'on contrôle ses matières premières, lorsqu'on est indépendant du point de vue trilogique, à savoir le politique, le culturel et l'économique. D'accord, docteur Sango. Alors, quand la cohabitation découle d'un besoin urgent de sauver la majorité présidentielle, par exemple, ou alors qu'elle découle d'un deal entre l'opposition et la majorité, qu'est-ce qu'on fait ? Comment est-ce qu'on réussit à ressortir le bon de tout cela? Parce que dans mon entame, je disais par exemple que les peuples aujourd'hui réclament le développement, de meilleures conditions de vie, de meilleures politiques étrangères pour les pays africains. Lorsqu'il y a des cohabitations comme celle-là, comment est-ce qu'on réussit à protéger tous ces projets? Ok. Lorsque vous parlez de cohabitation dans un tel contexte, ça signifie qu'il y a divergence de points de vue. Cas de l'Afrique du Sud. Tout à fait. Oui. Et lorsque vous voyez cette divergence de point de vue, c'est une divergence de point de vue qui n'arrive pas à faire unanimité et univocité sur ce que devrait être l'avenir de l'Afrique. Il y a des points de vue différents. Il y a d'un côté ceux qui pensent que l'Afrique doit prendre en main son destin, et de l'autre côté ceux qui pensent que l'Afrique n'est pas encore assez mûre, mature, pour prendre en main son destin. C'est ce clivage politique alimenté généralement par les puissances occidentales en vertu de leur politique du diviser pour mieux régner qui caractérise les pays africains aujourd'hui. Pour ma part, moi je pense que les pays africains aujourd'hui devraient d'abord s'homogénéiser autour de ce qu'on appelle l'avenir de l'Afrique. Or, l'avenir de l'Afrique aujourd'hui ne peut pas se penser en dehors de la position qui voudrait que l'Afrique tout entière prenne en main sa souveraineté. Et le faire consiste donc à rompre avec la politique coloniale, à impulser ce que Samir Amin appelle la politique de déconnexion. C'est de ça qu'il est question aujourd'hui. Dans nos États africains aujourd'hui, c'est aujourd'hui l'actualité. Il y a, n'est-ce pas, des points de vue divergents, il y a des cohabitations qui s'imposent. Mais sauf que lorsque vous voyez ces cohabitations-là, il y a divergence de points de vue sur ce qu'on appelle l'avenir de l'Afrique. Vous allez vous rendre compte qu'il y a, n'est-ce pas, ici opposition entre d'un côté ceux qui pensent que l'Afrique doit se prendre en charge et de l'autre côté ceux qui continuent encore à collaborer avec le colon pour que l'Afrique soit maintenue dans l'esclavage. C'est ça le problème de l'Afrique aujourd'hui. Or, l'idéal serait que les Africains intègrent que l'Afrique n'a pas d'autre ennemi que les puissances occidentales. Aujourd'hui, en Afrique, on se fait les guerres contre les pays africains. Regardez le Congo aujourd'hui contre le Rwanda. Regardez par exemple le Centrafrique contre le Tchad. On a opposé les Africains. On a longtemps imposé aux Africains le fait que l'ennemi de l'Africain, c'est l'Africain. Et cela a participé à discréditer le développement. Cela a participé à asphyxier le développement du continent africain. Donc, il y a une sorte de prise de conscience à laquelle tous les Africains devraient converger pour que, à terme, nous nous libérons du colon occidental qui n'est là que pour nos matières premières et nos ressources naturelles. Donc les cohabitations politiques auxquelles nous vivons aujourd'hui et qui caractérisent les États africains aujourd'hui, c'est des cohabitations majoritairement instrumentalisées qui n'ont pas
des véritables projets pour le développement du continent africain. La preuve, vous avez cité les exemples des pays qui sont dans cette stratégie de cohabitation. Ce n'est pas aujourd'hui que ça a commencé. Lorsque vous faites l'historiographie politique des États africains, vous convenez avec moi qu'au sortir des indépendances, cette stratégie-là s'est imposée. Oui. Mais malheureusement, sur le terrain, elle n'a le pas continent, porté du fruit. Tout à fait. La conséquence ou alors la réponse, c'est donc quoi? C'est que en réalité, cette façon de faire ne peut pas nous faire avancer parce que nous sommes encore des néocolonies et il y a un analyste collaborateur, j'ai envie de dire collègue, qui dit souvent, je cite, on ne développe pas et on ne démocratise pas les néocolonies. Merci, Dr Sango. La question principale, c'est donc ce n'est pas la bonne formule pour avoir des pays mieux dirigés, des pays bien dirigés. Vous répondez donc par la négative, c'est bien cela? Tout à fait, je réponds par la négative et j'affirme en disant qu'aujourd'hui, la solution au problème des pays africains aujourd'hui passe indubitablement par ce que j'appelle une sorte de dictature éclairée. Une sorte de dictature éclairée. Je suis téméraire là-dessus. Dictature éclairée parce que lorsqu'on a besoin du développement, on ne doit pas disperser les esprits, les énergies. On a besoin de converger vers une vision qui mène vers le développement. Je vous dis, cette stratégie a été observée dans le passé, dans l'histoire. Les pays occidentaux l'ont expérimenté. Et ce n'est que cette stratégie qui pourra développer l'Afrique. On l'a vécu à l'époque de Muammar Kadhafi. Il avait déjà développé la Libye. La Libye avait déjà les indicateurs économiques des pays développés. On l'a vu et on l'a tué parce qu'en réalité, ils se sont rendus compte que Kadhafi était en train de sortir l'Afrique, n'est-ce pas, du joug de l'influence occidentale. Alors, docteur Sango, en Afrique du Sud, par exemple, le gouvernement de coalition, on va l'appeler ainsi, qui manifeste d'une certaine manière la cohabitation, a été publié le 3 juillet dernier et parmi les ministères, on a pu constater qu'il y en a au moins 6 qui sont chapeautés par des membres de l'Alliance démocratique AD en Afrique du Sud. On constate une chose particulière, c'est que certains ministères qui sont souvent considérés comme des ministères de grande envergure à cause de la portée vers les politiques étrangères et même le développement du pays n'ont pas forcément été confiés à cette alliance démocratique. On a le cas du ministère des Affaires étrangères, par exemple. On suppose pour protéger la politique étrangère de l'Afrique du Sud. Le premier ministère également, qui reste entre les mains de l'ANC, mais on peut constater que le ministère de l'Intérieur, par exemple, appartient à l'Alliance démocratique, l'agriculture, l'industrie, ou bien, pour ne citer que cela. Est-ce que dans ces conditions, on peut réellement attendre une symbiose de vision, une symbiose d'idées dans ces conditions-là? Ou alors dans la cohabitation, il faut quand même garder certaines cartes, d'une certaine façon, dans le tiroir pour ne pas perdre le jeu. Écoutez, dans le contexte africain aujourd'hui, je vais peut-être vous décevoir. La cohabitation ne peut pas développer un État africain, encore moins le continent dans sa globalité. Et parce que lorsque vous voyez par exemple le cas de l'Afrique du Sud aujourd'hui, il serait difficile que ce gouvernement-là, n'est-ce pas, se mette d'accord sur un certain nombre d'éléments qui caractérisent le développement de ce pays-là. Parce que chacun voudra, n'est-ce pas, faire sentir sa voix, qui n'est pas forcément la voix de l'autre. Et lorsque vous voyez la répartition des départements ministériels aujourd'hui... C'est un gouvernement qui ne se fait pas confiance. Tout à fait. C'est un gouvernement qui ne peut pas se faire confiance. On parle aujourd'hui de gouvernement de l'unité, de coalition, etc. Ça, c'est des mots. Mais du point de vue de la réelle politique, il y aura des blocages, d'accord? On ne peut pas avoir une certaine homogénéité en termes de développement aujourd'hui. Mais est-ce que ce n'est pas aussi une avancée, docteur Sango? Une avancée par rapport à quoi? Ça peut être une avancée si on voit véritablement que cette avancée-là converge vers un idéal de développement qui consiste à sortir le pays, n'est-ce pas, du joug de l'oppression occidentale. Or, vous savez qu'aujourd'hui, l'ANC est confrontée à cette situation parce que l'ANC
a été dévancé sur le terrain par un certain nombre de partis politiques qui proposent une alternative différente à l'ANC. D'accord? Aujourd'hui, vous convenez avec moi que le combat que portait l'ANC à l'époque de Mandela a été dilué sur le terrain. D'accord? Ce combat-là est un combat qui reste aujourd'hui inachevé. Parce que si on peut acquiescer dans une certaine mesure que l'ANC a travaillé pour obtenir l'indépendance politique de l'Afrique du Sud, il n'en est pas de cas avec l'indépendance économique. On continue encore à voir les Blancs qui ont des terres arables de manière majoritaire. On voit comment les firmes financières sont encore accaparées par des Blancs. Donc le combat de l'ANC reste encore à désirer du point de vue, n'est-ce pas, de la politique sud-africaine. C'est pour cela que l'ANC aujourd'hui est obligé de faire avec d'autres partis politiques d'opposition pour impulser ce qu'on appelle l'injonction politique. Donc, lorsque vous voyez donc tout cela, vous convenez avec moi que dans le contexte africain aujourd'hui, on ne peut pas développer les États avec la politique de coalition parce que dans un tel contexte, la coalition participe tout simplement à la dispersion des énergies au moment où il faut se mettre ensemble pour converger vers un idéal. La cohabitation peut marcher en Occident, en France, en Angleterre, aux États-Unis et même en Espagne. Mais en France, aujourd'hui, on a l'impression qu'Emmanuel Macron ne veut pas d'un gouvernement d'unité nationale. Il a peur de cette cohabitation-là parce qu'en réalité, Marine Le Pen est en train de proposer une politique aussi importante, alternativiste à sa politique pour servir aussi l'intérêt de la France. Cette France-là qui, du point de vue développementaliste, est au moins quand même dans une position confortable. La France n'est pas l'Afrique, vous convenez avec moi? Donc on ne peut pas imposer la cohabitation à la française en Afrique. Parce que les contextes ne sont pas les mêmes. Parce que la nature de la cohabitation n'est pas la même. D'accord? Aujourd'hui en France, que ce soit Marine Le Pen, que ce soit la droite ou la gauche, tous convergent vers l'idéal du développement de la France. Et il arrive souvent que, même lorsque ces partis politiques sont dispersés, opposés sur des problématiques intérieures, il y a des problématiques auxquelles ces partis politiques se mettent toujours d'accord. Lorsqu'ils sont par exemple attaqués par des puissances étrangères, ces politiques-là, fussent-elles de l'opposition, se mettent d'accord, se mettent ensemble pour mettre d'abord de côté l'ennemi à l'effet de résoudre le problème intérieur. Lorsque vous voyez le continent africain, est-ce qu'il y a cette stratégie-là? Est-ce que vous avez l'impression que lorsque le continent africain est attaqué aujourd'hui par l'extérieur, le continent africain se met ensemble d'abord pour résoudre ces problèmes internationaux afin de se mettre ensemble? Jamais. Le continent africain est un continent balkanisé et cette balkanisation se caractérise jusqu'aux États internes. L'Afrique du Sud n'échappe pas à cette logique-là. Et je sortirai en disant que il faut sortir de cette manipulation internationale qui consiste à dire qu'il y a des ministères régaliens, les ministères les plus importants par rapport à d'autres. Tous les ministères participent au développement d'un État. Mais le ministère de l'Agriculture ne saurait être comparé au ministère des Affaires étrangères. Madame, cette comparaison-là, à mon sens, n'a pas de sens. Parce que si le ministère de l'Agriculture n'était pas important... Je ne parle pas d'importance. Je parle de la portée à l'étranger. Portée comme importance, madame, c'est la même chose. Tous les ministères en Afrique aujourd'hui sont importants. On a besoin d'une souveraineté alimentaire comme on a besoin d'une souveraineté diplomatique. Comme on a besoin d'une souveraineté sécuritaire. Sortons de cette manipulation occidentale où on nous a toujours imposé, n'est-ce pas, les théories de gouvernement, n'est-ce pas, ou alors de politique régalienne. Il faut sortir de là et comprendre que l'Afrique aujourd'hui a besoin de tous ces secteurs pour se développer et ces secteurs ont besoin d'avoir leur souveraineté.
Oui, que ce je soit suis la d'avis avec culture, vous, mais que ce soit permettez-moi de l'éducation, vous que ce relancer, soit la Dr. souveraineté. Sango. Partout, on a Oui. besoin de prendre notre souveraineté pour nous développer. Et Effectivement. il n'y a pas de ministère supérieur et de ministère inférieur. Tous les ministères se valent. D'accord, Dr. Sango. Permettez-moi donc la relance maintenant pour recadrer peut-être à ce niveau-là. Prenons l'exemple de l'Afrique du Sud, toujours, où on a eu à la tête du ministère des Affaires étrangères la chef de la diplomatie, Naledi Pandor, pendant plusieurs années. On rappelle qu'elle a quand même travaillé sous 3 présidents différents. Alors aujourd'hui, Ronald Lamola la remplace. Celui-ci était également au sein du gouvernement de l'ANC. Imaginons un seul instant qu'on prenait, par exemple, le chef de l'opposition, enfin le chef du parti d'opposition de l'Alliance démocratique, pour le positionner à la place de Naledi Pandor. Pourquoi je le dis? Parce que dans l'une de ses sorties, dans l'une des sorties qu'elle a faites en tant que chef de la diplomatie sud-africaine, c'était d'ailleurs la dernière interview, elle rappelait qu'il ne fallait pas laisser instrumentaliser la politique étrangère de l'Afrique du Sud, ce qui signifie que théoriquement, il faut absolument que ce soit la même rengaine en fait qui continue de diriger ce ministère-là afin qu'il n'y ait pas de changement vis-à-vis des BRICS, vis-à-vis de la Russie, vis-à-vis d'Israël, par exemple. En tout cas, plusieurs dossiers chauds, on l'a bien constaté. Elle a tenu à donner une mise en garde, si on peut le dire comme ça, envers celui qui sera son successeur. Et elle s'adressait certainement à ceux aussi qui vont travailler dans des ministères autres comme ceux que j'ai cités, intérieurs et autres, mais dans l'optique de garder cette même politique, Dr. Sango. Prenons un exemple en Argentine. L'Argentine, sous d'autres cieux, avait décidé d'appartenir ou alors d'adhérer aux BRICS, mais à l'arrivée du président actuel, l'Argentine a rebroussé chemin. Ça veut dire que la politique étrangère, la stratégie géopolitique, elle n'est pas la même. Très bien. Écoutez, la politique étrangère d'un État, oui. Et là, c'est un politologue qui vous parle, Oui. n'est que le prolongement de sa politique intérieure. Ok. La manière dont vous vous comportez à l'international n'est pas décousue de votre action intérieure. C'est la manière de vous projeter du point de vue interne qui vous projette à l'international. Ça, c'est de 1. De 2, vous devez savoir que les ministères ne sont que des ministères, mais le véritable impulseur de la politique des ministères est le président de la République. Vous pouvez être ministre de la Défense, ministre des Affaires étrangères, mais vous êtes là pour implémenter la vision du président de la République dans ce domaine précis. C'est pour cela qu'aujourd'hui, vous pouvez être, n'est-ce pas, issu d'un parti politique de l'opposition et avoir la charge de diriger le département ministériel des Affaires étrangères. Vous n'allez pas faire autre chose qui n'est pas, n'est-ce pas, en phase avec la vision du président qui vous a nommé à cette position. Ça, c'est la réelle politique qu'il faut comprendre sur le terrain aujourd'hui. Maintenant, pour renverser les choses ou alors pour parler maintenant, par exemple, de la relativité des choses, c'est dans la mesure où il y a alternance à la tête d'un État. C'est-à-dire, il y a un président de la République qui était jusque-là et qui avait une nette volonté d'implémenter une politique allant dans un sens X et qui est remplacé par un autre président qui a une autre vision développementaliste. C'est pour cela qu'il faut maintenant comprendre le cas de l'Argentine. Parce que là, il y a eu alternance à la tête de l'État qui peut être pas forcément l'alternative. Mais chacun vient avec une vision, avec un projet qui n'est pas forcément celui de son prédécesseur. C'est de ça qu'il est question aujourd'hui. Donc, le continent africain aujourd'hui doit faire très attention avec cette manipulation en termes, n'est-ce pas, de la nature des ministères. On peut vous nommer aujourd'hui ministre de la Défense.
vous n'allez pas faire autre chose que celles qui sont demandées par votre président de la République. C'est lui qui définit la politique générale de l'État, de la nation. Et il vous nomme pour que vous l'accompagniez à implémenter cette politique-là dans votre secteur précis. C'est de ça qu'il est question aujourd'hui. Donc aujourd'hui, l'Afrique, pour se développer aujourd'hui, doit comprendre que l'Afrique qui est une et indivisible, parce que moi je suis de ceux qui pensent que cette Afrique-là a été défaite ensemble et elle ne pourra se relever qu'ensemble, il faudrait que vous soyez du parti politique de droite, du parti politique de gauche, du centre, ou d'extrême droite ou d'extrême gauche, que vous intégriez la réalité selon laquelle le développement de l'Afrique passe d'abord par la déconnexion à son système international. Lorsque cette réalité-là sera intégrée, Madame Cassandra, je pense que le continent africain va se développer parce que quelle que soit la politique qui sera impulsée de quelque bord que ce soit, celle-ci va converger vers le développement de l'Afrique qui passe d'abord par la sauvegarde de ses intérêts sur le plan international. Or, à l'état actuel des choses aujourd'hui, nous avons l'impression que cette réalité-là n'est pas encore perçue et perceptible parce que nous avons une sorte de dualité sur le terrain. Nous avons d'un côté ceux qui pensent que la manipulation internationale doit continuer et nous avons les valets intérieurs, locaux qui travaillent pour cela et nous avons une maigre partie des acteurs des États, moi y faisant partie, qui pensent que l'Afrique aujourd'hui doit prendre son courage et dire non, n'est-ce pas, à ce qui est en train de se passer, prendre son destin en main et évoluer dans le sens du contrôle de ses matières premières et de ses ressources naturelles. C'est ce dualisme-là qu'il faut résoudre au même dénominateur pour que l'Afrique se développe. Parce que partout, que ce soit en Amérique, que ce soit en Europe, ces pays-là sont clivés du point de vue du champ politique, mais lorsqu'ils ont un intérêt qui a des enjeux internationaux, ces partis se mettent ensemble pour mettre d'abord de côté cet ennemi étranger afin de venir, n'est-ce pas, résoudre le problème intérieur après. C'est cette réalité qui manque à l'Afrique aujourd'hui. On doit sortir du clivage, de ce clivage, de cette balkanisation, de cette politique du diviser pour mieux régner et que les pays occidentaux nous ont imposé, que nous comprenions que nous sommes un et indivisible et que notre avenir va se construire par tous les États des États africains. Merci, merci docteur Sango. Alors dans cette cohabitation, enfin après avoir parlé de cette cohabitation, après avoir parlé de gouvernement d'union nationale ou encore de coalition, parlons à présent de confédération pour sortir de cette émission. Ce qui se passe aujourd'hui entre les différents pays de l'AES, à savoir le Mali, le Burkina Faso ou encore le Niger, est-ce que pour vous c'est une solution qui surpasse tout autre parmi ce que je viens de citer, évidemment, avec les gouvernements d'union nationale ou encore des coalitions, parce qu'on rappelle que dans ces pays, il y a aussi des oppositions. Il y a aussi des figures politiques, des entités politiques, des formations politiques qui ont envie de faire écouter leur voix, qui ont envie de faire voir leur propre vision, si on peut le dire ainsi, mais du fait qu'il y ait une divergence avec ces visions et celles des gouvernants en place, est-ce que ça signifie forcément qu'il faut avancer de manière soliste? Écoutez, la solution de la confédération est une solution, n'est-ce pas, minimaliste. Okay. Ce n'est pas une solution qu'il faut absolutiser. Parce qu'à terme, il va falloir qu'on implémente la solution maximaliste qui est la fédération de l'État africain. C'est-à-dire s'acheminer vers ce que j'appelle les panafricanistes que nous sommes. Et dans le mouvement, 11 millions d'élus panafricanistes appellent, n'est-ce pas, l'État fédéral du continent africain à la suite de Cheikh Anta Diop et de Kwame Nkrumah, bien d'autres. C'est ça la solution maximaliste. Donc aujourd'hui, il faut déjà saluer sur le terrain
cette idée et ce projet de confédération qui est porté par ces États de l'AES. Parce que l'avenir de l'Afrique passe indubitablement par les regroupements régionaux. L'Afrique ne pourra pas s'en sortir seule. L'Afrique ne pourra pas s'en sortir de manière solitaire. L'Afrique ne pourra s'en sortir que si celle-ci construit des regroupements régionaux qui n'ont rien à voir avec ceux imposés par les puissances occidentaux. Lorsque vous voyez l'Afrique aujourd'hui, du point de vue de l'intégration régionale, cette Afrique-là est structurée autour de 5 sous-régions. Oui. L'Afrique du Nord, l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique centrale, l'Afrique méridionale, etc. Mais lorsque vous voyez les organisations d'intégration sous-régionale de ces sous-régions-là, vous convenez avec moi que ce sont des organisations d'intégration sous-régionale qui n'ont rien à voir avec le développement du continent africain. Sinon, 65 ans après les indépendances aujourd'hui, ces organisations-là auraient poussé le continent vers l'implémentation du projet maximaliste qui est la création de l'État fédéral du continent africain. Aujourd'hui, il est donc question de sortir de cette image d'intégration sous-régionale pensée et imposée par les puissances occidentales au continent africain pour penser des organisations d'intégration sous-régionale qui seront portées par les réalités africaines, portées par les acteurs africains, financées par les acteurs africains et implémentées par des acteurs africains. C'est pour cela qu'il faut comprendre aujourd'hui cette cassure, ou si vous voulez cette césure, entre d'un côté la CEDEAO et de l'autre côté l'AES. L'AES est en train d'expliquer les faiblesses de la CEDEAO justement par le fait que la CEDEAO n'arrive pas à travailler pour les intérêts du continent africain. La CEDEAO reste encore influencée par les puissances occidentales. La CEDEAO, à l'image de l'Union africaine, reste encore financée par les organisations internationales. Et vous savez que, du point de vue de la réelle politique, c'est lui qui finance, c'est celui qui oriente, n'est-ce pas, les actions sur le terrain. Donc, pour répondre à votre question de manière claire, je suis de ceux qui pensent que l'Afrique aujourd'hui ne pourra s'en sortir que par le passage aux regroupements régionaux, confédéraux et à terme fédéraux. Le projet de la confédération est un projet salvateur qu'il faut féliciter, qu'il faut accompagner sur le terrain parce que cela va permettre à ce que l'Afrique se libère des puissances occidentales. Maintenant, les oppositions dont vous faites mention tout à l'heure dans les pays africains et fondamentalement dans ces 3 pays qui ont décidé de prendre un nouveau paradigme, il faut également reconnaître que s'il y a des oppositions dans ces États-là, ces oppositions-là ne représentent rien par rapport à ce que j'appelle la majorité populaire. D'accord? L'opposition est là, c'est vrai, mais il y a ce qu'on appelle aujourd'hui, du point de vue technique, la masse critique qui a atteint, d'accord, la majorité et qui fait en sorte que dans ces 3 États, l'idéal aujourd'hui converge vers la politique de la déconnexion. C'est pour cela que, bien qu'elle soit présente, cette opposition-là ne suffit pas à elle seule pour arrêter ce vent de libération, de révolution qui est impulsé par la masse critique et implémenté par ses leaders, à savoir Assimi Goïta, Tiani et Traoré dans ces 3 pays. Voilà comment il faut analyser le problème africain aujourd'hui. Il ne faut pas l'analyser de manière micro. Il faut l'envisager du point de vue macro, holistique, pour comprendre que l'avenir de l'Afrique passe par la création des regroupements forts qui n'ont rien à voir avec ceux imposés par les puissances occidentales au sortir des indépendances. L'intégration aujourd'hui, c'est un élément important du développement.
Dans un contexte marqué par la mondialisation, il n'y a que l'intégration et le régionalisme qui pourront sauver les États africains. Pourquoi? Parce que même les États puissants ne blaguent pas avec l'intégration et le régionalisme. Regardez l'Union européenne. Si les pays occidentaux s'étaient dit à un certain moment qu'ils sont développés, ils n'ont pas besoin de l'intégration, ils n'auraient pas formé l'Union européenne. Regardez par exemple les États-Unis d'Amérique. Regardez par exemple l'Amérique latine avec le Brésil, l'Argentine, etc. C'est le regroupement régional. Sauf qu'en Afrique, ce régionalisme a été galvaudé, a été dilué, a été imposé et a été plaqué sur des réalités différentes de celles imposées par les puissances occidentales. Il faut donc se réapproprier notre intégrationnisme, notre régionalisme pour l'adapter à nos réalités, et que cela nous permettra de nous développer et de sortir de cet obscurantisme colonial et impérialiste. Merci, docteur Sango. Première thématique assez passionnante pour vous. Malheureusement, c'est la fin voilà, de cet échange sur le premier sujet. On avait 2 thématiques. Justement, si vous me laissez parler sur le premier sujet, nous allons prendre une courte transition. On revient juste après pour aborder la dernière thématique. Eh bien, à part la Russie, la Chine, la Biélorussie désormais, on peut citer l'Inde, le Pakistan, l'Iran, le Kazakhstan, le Kirghizistan, et puis l'Ouzbékistan, et puis le Tadjikistan, voilà, qui sont désormais, ou alors qui sont simplement des pays de l'OSC, l'organisation de l'OCS, l'organisation de coopération de Shanghai. Les chefs d'État de ces différents pays se sont réunis depuis le 3 juillet 2024. Ensemble, ils ont pu discuter des sujets d'actualité, mais surtout d'échanges entre ces différents pays et beaucoup plus du nouvel ordre mondial à venir, l'ordre mondial multipolaire. On se souvient de cette déclaration déjà du président biélorusse Alexandre Loukachenko qui disait « Nous avons le pouvoir de détruire les murs d'un monde unipolaire. J'y arrive. Nous avons le pouvoir de détruire les murs d'un monde unipolaire. » Mais l'on se souvient aussi des déclarations du président Xi Jinping qui rappelaient ô combien ces différents chefs d'État, ces différents pays ont la chance de pouvoir lutter contre les ingérences étrangères, mais aussi lutter pour la paix dans les différents pays. Docteur Sango, une déclaration comme celle-là, est-ce qu'elle rentre, selon vous, dans son contexte au vu, à l'aune des situations actuelles dans le monde, que ce soit le froid qui existe entre la Chine et Taïwan, le froid qui existe entre l'Ukraine et la Russie, l'OTAN et tous les différents blocs? Est-ce que ces paroles, ces déclarations, elles valent leur pesant d'or? Oui, madame. Elles s'inscrivent même dans le contexte et ces paroles restent adaptées. J'ai envie de dire, ces paroles constituent le répondant de ce qu'on veut nous imposer aujourd'hui comme la pensée unique, la pensée monolithique, la pensée, n'est-ce pas, moniste, dans un contexte où les États ont besoin d'exprimer leur souveraineté. J'ai envie de dire que c'est du répondant. L'organisation de la coopération de Shanghai, aujourd'hui, est l'un des instruments qui s'exprime comme étant la réfutation d'un monde unipolaire. Vous savez que, et cela n'est pas un secret de polichinelle que de le dire sur votre plateau aujourd'hui, le monde a longtemps été dirigé par une pensée unique. À la mort de l'URSS, ou du moins à l'éclatement, alors après l'éclatement de l'URSS en 90-91, le monde a été porté par un gendarme unique, d'accord, qui est cet unilatéralisme, un gendarme unique porté par les États-Unis, les puissances occidentaux, qui travaillent pour imposer aux autres États leur philosophie de la vie, leur façon de faire, entre guillemets, ce qu'ils appellent leurs valeurs,
La démocratie et l'homosexualité, la dollarisation de l'économie, c'est-à-dire l'instrumentalisation de la notion des droits de l'homme et des libertés, etc. Cette façon de faire n'a que produit des effets néfastes parce que, en réalité, du point de vue naturel, vous ne pouvez pas vous développer sous la misère de l'autre. On ne peut pas accepter un monde comme ça. Même si vous repartez dans votre village là et que vous voulez implémenter un système de développement qui vise à privilégier les uns au détriment de l'autre, on va très vite faire de vous interpeller pour vous dire que ce n'est pas comme ça. Vous pouvez vous développer, mais ne basez pas votre développement sous l'oppression et la spoliation des autres. C'est ça le problème. Donc aujourd'hui, on voit donc que il y a une sorte, n'est-ce pas ici, de bipolarisation du monde qui fait en sorte que le monde n'arrive plus à accepter cette façon de faire. Aujourd'hui, l'idéal à promouvoir et à implémenter dans les relations internationales est l'idéal de la multipolarisation. Et cette multipolarisation-là est travaillée et portée par un certain nombre d'États. D'un côté, nous avons les BRICS et de l'autre côté, l'OCS, c'est-à-dire l'Organisation de la coopération de Shanghai qui fait l'objet de notre deuxième problématique ce soir. Lorsque vous voyez les États qui forment cette organisation-là, ce ne sont pas des États, n'est-ce pas, ordinaires. Ces États-là, du point de vue idéologique, ont une certaine homogénéité. Du point de vue de leur politique étrangère, ont une certaine, n'est-ce pas ici, immuabilité. Ces États-là voient le monde, n'est-ce pas, d'une même façon. Pour eux, il faut que les relations internationales soient des relations internationales basées sur un système multipolaire. Le système international a déjà expérimenté les deux autres systèmes, à savoir unipolaire d'un côté, bipolaire de l'autre côté, et aujourd'hui le contexte est sur l'unipolarité. Pourquoi? Parce que ce qui fait aujourd'hui l'actualité, c'est l'enjeu sécuritaire, la résolution des crises internationales. Dans un système unipolaire, porté par l'unilatéralisme, cette problématique de résolution des crises a été galvaudée et instrumentalisée par le système international. C'est pour cela qu'aujourd'hui, la solution au problème des États africains passe aussi par la réforme et la redéfinition du système international incarné par les Nations Unies. Regardez ce que la charte de l'impérialisme dit concernant les Nations Unies. Article 22. L'ONU est notre instrument. Nous devons l'utiliser contre nos ennemis et les pays du tiers-monde pour protéger nos intérêts. Article 23. Notre objectif est de déstabiliser et de détruire les régimes qui nous sont hostiles et installer nos marionnettes sous la protection de nos militaires, sous la couverture des mandats des forces de l'ONU. Et je finis avec l'article 24. Les résolutions de l'ONU sont des textes qui nous donnent le droit et les moyens de frapper, de tuer et de détruire les pays dont les dirigeants et les peuples qui refusent de se soumettre à nos injonctions sous la couverture des résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU. Lorsque j'ai cité ces trois articles de la charte de l'impérialisme, qui n'a jamais été démolie et qui est aujourd'hui en vigueur du point de vue des relations internationales, vous comprenez avec moi que j'ai tout dit. Les ennemis de ces gens qui ont écrit cette charte-là sont les qui? Sont les pays de l'OCS, Organisation de la coopération de Shanghai, sont les pays des BRICS et sont des pays africains qui ont été colonisés par eux. Lorsque vous avez un système international bâti sur une telle structure, est-ce que vous pouvez encore continuer à faire confiance à un tel système? Non. Okay. La solution, c'est de fonctionner autrement, de s'organiser autrement,
pour faire ce qu'on appelle un contre-pouvoir et travailler pour un renversement des rapports de force pour qu'à terme, on puisse rebâtir un système international qui sera juste et prospère pour tous les États sur la scène internationale. C'est dans cette logique que s'inscrit aujourd'hui l'OCS qui vient de se tenir aujourd'hui du côté d'Atstan et qui vise tout simplement à promouvoir un système de résolution des crises qui vise à privilégier d'abord les intérêts internes de ces États pour que, à terme, ces États-là puissent aussi être solides sur le plan international. Voilà l'enjeu. Okay. Un enjeu, n'est-ce pas, en dehors de ce que je viens de vous dire là, serait un enjeu naïf. Voilà l'enjeu du système international. C'est un enjeu stratégique qui vise, n'est-ce pas, à inscrire les États du monde entier dans la dynamique de ce qu'on appelle la multipolarisation. Et il n'y a que la multipolarisation qui reste en phase avec les relations internationales parce que ce qui caractérise les relations internationales, c'est la souveraineté des États. Il n'y a pas d'État supérieur, il n'y a pas d'État inférieur sur le plan international. Tous les États se valent en vertu du principe de la souveraineté et de l'égalité des États sur le plan international. Merci docteur Sango. Eh bien, on n'aura pas eu assez de temps peut-être pour évoquer cette question, mais on le fera dans nos prochaines éditions. D'ailleurs, on se retrouvera dimanche prochain, on en parlera forcément. On le rappelle, l'organisation de Shanghai pour la coopération, alors l'organisation de la coopération de Shanghai est une association multilatérale qui, comme vous l'avez dit tout à l'heure, a pour rôle d'une certaine manière, lutter contre le monde unipolaire et travailler à la construction de ce monde multipolaire. On rappelle quand même que parmi les missions de cette organisation, il y a unir les efforts pour faire face aux nouveaux défis, mais aussi aux nouvelles menaces dans le monde. Docteur Sango, ce fut un plaisir d'échanger avec vous dans le cadre de cette émission Regard panafricain. Ça faisait un bon moment, c'est un plaisir de vous retrouver. Voilà pour cette émission. On se dit à très prochainement. Oui, vous savez que c'est un plaisir pour moi. Je reste un soldat pour la libération du continent africain et qu'à chaque fois que vous m'appelez, sauf sur le champ de bataille de For You Radio, je fais toujours l'effort de répondre présent. Je vous dis merci et je remercie les multiples téléspectateurs qui prennent souvent du temps pour suivre nos analyses. Et je ne vais pas oublier le technicien Kelly qui est toujours, n'est-ce pas, aux abois pour que nos émissions soient relayées dans les 5 coins du monde. Merci et bonne soirée à vous. Bonne soirée à vous, docteur Sango. Bonne soirée à tous ceux qui nous écoutent actuellement et à ceux qui ont pris la peine d'être avec nous. Restez sur For You Radio car l'information et les programmes se poursuivent. Vous pouvez nous regarder sur For You Media Africa. À très bientôt à tous.